Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bien évidemment, me joindre aux propos d'accueil pour dire que je suis honoré et très heureux d'être parmi vous pour débattre de cette séquence qui, comme l'a dit mon Seigneur, doit éclairer nos perspectives et ouvrir un débat plus large. Alors, moi, je ne suis pas un historien, je suis passionné de ce département et de ce territoire où j'ai exercé pendant près de 30 ans la profession de journaliste, de chroniqueur rapide du quotidien, avant d'aller l'exercer ailleurs, mais j'y vis toujours un petit peu une partie de l'année. Et bien évidemment, sans doute comme beaucoup d'entre vous, je suis intéressé par son histoire, qui comporte quelques originalités, quelques sinuosités, intéressé également par ce que cette histoire nous dit et nous enseigne, et c'est ce que je vais essayer, non pas en historien, mais à mi-chemin entre le passionné de notre passé et l'observateur du quotidien, de vous relater, comme l'a dit Madame Téti dans cette séquence, 1780-1820, qui en fait sera le chapeau général avant les spécialistes. J'ai intitulé mon propos « Une terre paysanne pauvre, modérée et légitimiste », bien évidemment à dessein. Retirer de l'analyse de certaines tranches d'histoire une projection pour dessiner les contours de la vie sociale et politique du temps présent relève d'un exercice délicat que l'historien rejettera, mais que le journaliste, dans sa fulgurance, se risquera à aborder par le prisme, on le verra, de fondamentaux géographiques et sociaux. Le propos qui se nourrit bien évidemment de l'étude des travaux d'historiens reconnus. Je citerai ceux que beaucoup d'entre vous connaissent, Dupieux, Mauve, Delaunay, Gagnon, Poli, Génermont, Leguet, plus près de nous André Touré, et quelques autres. Mais tout aussi essentiel, je me suis inspiré de mes 45 ans de journalisme dans ce territoire ou à ses frontières, fait de rencontres avec des érudits dont j'ai recueilli les analyses. Parmi eux, 2 anciens présidents du Conseil général, également historiens, qui résumaient ensemble 50 ans de présidence du département de 1946 à 1992 et 20 ans de politique. Sénateur au temps long, il s'agit du socialiste Georges Rougeron et il s'agit de Jean Cluzel, issu de la démocratie chrétienne vers son 4e République, devenu ensuite secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Ils m'ont ouvert les analyses et m'ont permis de dépasser la séquence que j'évoquerai et ces 40 années pré- et post-révolutionnaires entre 1789, on le verra, terreur, directoire, empire, restauration, certes autant d'événements majeurs, mais que l'on verra vécus en Bourbonnais avec un certain décalage. Nous n'étions pas dans une société informée, je dirais même en tant que journaliste, parfois surinformée comme aujourd'hui, et les propositions parisiennes redescendaient beaucoup plus lentement que les grèves de ces derniers jours. La société quasi exclusivement paysanne se préoccupait essentiellement des aléas climatiques vitaux et vivait sous un pouvoir féodal. Elle voulait avant tout manger et vivre. Certes, la situation était différente entre les campagnes et les villes, en particulier la capitale, Moulins, qui était la vraie capitale la plus peuplée, et les chefs-lieux tels Montluçon, Gannat, La Palisse ou le Donjon, j'emploie chef-lieu non pas au sens administratif, mais au sens de ville forte, dont la population recevait plus les échos que dans les campagnes. André Touré, que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur au lycée Banville, voilà plus de 50 ans, et à qui j'ai préfacé quelques ouvrages, m'avait également incité, et on le verra dans le propos, à vraiment distinguer cette période 1780-1820 de notre histoire, de l'histoire de nos campagnes, de celle du XIXe siècle et de quelques décennies plus tard, chacune de ces périodes étant différente, même si le pouvoir féodal s'était maintenu, la réaction dans les campagnes ne fut pas la même. Donc nous étions dans un contexte de grande pauvreté. Le Bourbonnais est une terre peu fertile, beaucoup moins que d'autres régions. Dans le cadre, donc, je le disais, de la persistance d'un régime féodal et du métayage, ce que l'on connaît tous, cette culture à moitié fruit. Le propriétaire apporte les terres et le métayer le travail. La vie du métayer y est misérable,
la culture rudimentaire et la mise en valeur des terres médiocres. Le métayer se voit accabler de charges, impôts royaux, dîmes ecclésiastiques, taxes seigneuriales auxquelles il convient d'ajouter d'autres charges telles que les charrois et des tâches diverses. Souvent, ces métayers vivent en communauté et rencontrent rarement le propriétaire. Et ça, c'est important. Ils ont comme interlocuteurs les fermiers généraux qui vont cristalliser les oppositions et dont on verra les émergences dès le XVIIIe siècle. Je l'évoquais avec un historien tout à l'heure. La Révolution de 1789 n'amènera d'ailleurs pas d'amélioration au statut de ces métayers. On le verra, le transfert de propriété provoqué par la vente des biens nationaux a profité essentiellement aux bourgeois et aux quelques paysans aisés non métayers. Le métayer n'a fait que changer de maître. Quant aux impôts, ils changeront de nom, mais resteront très lourds. Souvent d'ailleurs, le propriétaire les règle lui-même, tandis que le métayer lui verse pour s'acquitter une somme fixe complémentaire. Ce n'est, mais c'est une autre histoire, qu'à partir de 1830 que l'agriculture bourbonnaise effectuera ses progrès sans pour autant rompre avec le métayage. Avant la Révolution, dans ces terres entre seigles, châtaignes et bocages, la polyculture de subsistance prend toute sa signification, mais le constat de cette situation ne sera pas dressé dans son ampleur par les États généraux. Les revendications contre l'impôt et ce régime dressé par exemple à Monété-sur-Allier ou Châtel-de-Novre remonteront édulcorés. Tous les historiens le savent parfaitement, c'est un élément fort. Il y avait du contenu très précis dans les cahiers de doléances qui n'ont été pas pris en compte. Le contenu, on le connaît presque tous, que la gabelle soit abolie, que les tailles et les impositions accessoires, les 20e et corvées, soient également abolies en un seul impôt perceptible par les trois ordres. Ce régime-là était bien évidemment d'avant 1789, impopulaire depuis plusieurs décennies. On le retrouve dans des documents très précis, comme un mémoire de 1716 sur la généralité de Moulins, ou l'explication d'un plan de Limerick des Troussards en 1746. L'ancien régime avait créé une extrême tension. Dans ce contexte, la première assemblée provinciale, créée à l'initiative de Necker sur toute la généralité de Moulins par arrêté de 1789, avait en Bourbonnais comme représentants 22 députés. À cette époque-là, le Nivernais, Château-Chinon et Nevers faisaient partie de cette généralité. Les revendications contenues dans les cahiers peuvent, dans ce contexte, donc être qualifiées de modérées. Nobles, bourgeois et clergés sont d'accord sur plusieurs points. En particulier, et c'est important, la nécessité de maintenir le régime monarchique, mais aussi de faire des États généraux réunis périodiquement pour établir les lois et fixer les impôts avec la sanction du roi. Il comportait également la rédaction du Code civil et criminel ainsi que le développement de l'instruction. Le tiers et la noblesse ont formulé le vœu de créer un parlement à Moulins. Le tiers et le clergé souhaitaient quant à eux des votes par tête, alors que les nobles restent fidèles au vote par ordre. Mais les oppositions n'étaient finalement pas si frontales, comme on dirait dans le monde politique d'aujourd'hui. En raison d'une absence d'un évêché dans le territoire, de la sénéchaussée et du faible rôle du haut clergé, les 3 députés du clergé furent en Bourbonnais, insigne, des servants de paroisse rurale. Auric, curé d'Hérisson, Tridon, curé de Rongères, et Laurent, curé d'Huilot. Huilot, c'est près du donjon. La noblesse sera représentée par 3 officiers, d'Estoute de Tracy, l'ancien lieutenant de vaisseau Coiffier de Broglie et le maréchal de camp Dubisson, comte de Donzon. Le tiers désignait 5 hommes de loi, Michelon, Berthomier, Lomé, Goyard et Vernet, ainsi qu'un propriétaire terrien, Lebray. Autant de profils, on en conviendra, assez éloignés de l'esprit révolutionnaire. Sur le plan politique, le Bourbonnais participa peu aux troubles de la période agitée qui précéda les États généraux, faute sans doute de clubs ou de personnalités capables de fédérer et de porter la voix de cette réalité socio-économique. La société littéraire de Moulins, qui dans beaucoup de régions, ces sociétés littéraires furent un lieu de discussion, de débat, avait juste été créée en 1787 et elle s'interdisait toute action politique. Et l'activité des loges maçonniques, forte également dans certaines régions, était là quasiment nulle. Quant à la presse, elle était hélas inexistante. Point essentiel, 1789 arrive dans un contexte économique calamiteux, après des récoltes de 1788 ruinées par le gel, puis un hiver rigoureux.
Comme dans certaines autres régions, mais pas toutes, juillet 1789 a été marqué par des phénomènes de panique à Bourbon, Varennes et Gannat. Les registres paroissiaux en attestent. Comment ne pas évoquer, en avançant dans cette séquence, la création du département issue de la décision de la Constituante du 22 décembre 1789. Le Bourbonnais connut une situation délicate, je dirais avec un peu d'ironie déjà. Montluçon souhaitait la création d'un département du Haut-Cher dont elle aurait été le chef-lieu, mais la Constituante préféra conserver dans ses grandes lignes la province du Bourbonnais et laisser à sa tête l'ancienne capitale Moulins, qui en ces temps-là, je le répète, était la ville la plus peuplée. En revanche, les enclaves extérieures et intérieures qui subsistaient disparurent. C'est notamment le cas de Saint-Amand-Montrond et de Germigny, aujourd'hui dans le Cher. La nouvelle circonscription fut divisée en districts, 7. Moulins, Le Donjon, Cussey, Gannat, Montmarault, Montluçon et Sérilly. Le nombre de cantons fixé à 59. Et les clivages, comme souvent dans l'histoire de l'Allier, se sont révélés beaucoup plus géographiques que politiques. Côté personnel politique, les membres du directoire du département et des directoires de district n'étaient pas des hommes nouveaux. Beaucoup avaient fait partie de l'Assemblée provinciale ou des assemblées départementales de 1788. Beaucoup encore avaient été, avant la Révolution, des titulaires d'offices royaux. Mais c'est important, il n'y avait parmi eux aucun représentant des ordres privilégiés. Tous étaient des bourgeois et des notables. Le fonctionnement des nouvelles institutions donna lieu à des heures tendues, essentiellement entre les districts départementaux et les districts locaux. La constitution civile du clergé, votée par la Constituante le 12 juillet 1789, avait prévu un diocèse par département, situation, beaucoup d'entre vous le connaissent mieux que moi, anticipée par Louis XVI, qui avait envisagé la création d'un évêché de Moulins et même désigné en 1766 un titulaire, l'abbé des Gallois de la Tour. Celui-ci finalement émigra, on parlera des migrations tout à l'heure, et les électeurs bourbonnais choisirent comme évêque constitutionnel l'abbé Laurent, député à la Constituante, ancien professeur de rhétorique, d'esprit libéral et modéré. Encore un signe révélateur. Le premier épisode de la Révolution ne bouscula pas l'ordre général. Le nouveau régime fut accueilli passivement par la population. Les assemblées électorales regroupaient peu de monde, alors que les membres des municipalités rurales manquaient d'expérience. À Moulins fut créée une société des amis de la Constituante, l'abbé Dugarry, plus tard président du directoire départemental, et Lacanal, que l'on retrouvera dans une autre histoire, professeur de philosophie au collège de Moulins, futurs conventionnels, participèrent activement à ces travaux et ils ont incontestablement joué un rôle dans le débat et les postures d'idées. S'il devait y avoir une période clivante d'émergence du débat que l'on qualifierait aujourd'hui d'idéologique, c'est sans doute à ce moment-là. La plupart des administrateurs bourbonnais étaient de tendance modérée, leur sympathie allait aux feuillants, à la rigueur aux Girondins, mais ils ne déployaient pas d'activité révolutionnaire. Pour une grande part, la province, le Bourbonnais, devenu département, a échappé à l'effervescence. On ne relève pas de rejet catégorique du roi, pas plus de la religion. Le point fort des critiques provoquées par les difficultés économiques portait avant tout sur l'exaspération due au système d'exploitation agricole. Les choses vont changer dans les années suivantes. Lorsqu'en juillet 1792, la législative proclama la patrie en danger, elle décida que les conseils de département devaient siéger en permanence. Celui de l'Allier ne se hâta pas d'obéir. De même, la chute de la royauté fut accueillie sans excès, alors que certaines mesures révolutionnaires décidées par le Conseil et l'Assemblée furent également appliquées sans rigueur excessive. En revanche, cette période va donner lieu à des débordements ponctuels de la part de représentants, plus de la part de représentants de la terreur que du peuple lui-même. Fait majeur, une centaine de prêtres réfractaires furent contraints de quitter le département dans un contexte national d'immigration dans lequel l'Allier s'inscrivit dans la moyenne nationale, sans être particulièrement plus excessif. 250 personnes quittèrent le département, dont 230 nobles, pour moitié officiers ou anciens officiers. Le député de la noblesse, Coiffier de Broglie, qui s'était montré hostile aux mesures de la Constituante, fut l'un des premiers à émigrer. Plusieurs aristocrates rejoignirent alors, dans le grand mouvement, l'armée de Condé. Certains trouvèrent la mort, subirent de graves blessures au service de l'Autriche. Et là, l'aristocratie bourbonnaise paya un lourd tribut.
Temps fort de cette période, la vente des biens nationaux et la terreur prirent une grande ampleur, ouvrant véritablement sur des clivages qui feront date. Il y avait environ 150 communautés religieuses qui, selon Cornillon, atteignirent 20 500 000 livres. Les acheteurs dans des salles bondées étaient des nobles, quelques prêtres, mais essentiellement des bourgeois, ainsi que quelques paysans aisés. Des biens furent même dilapidés, comme à Saint-Menou. À Bourbon, une expédition de l'armée révolutionnaire, conduite par un prêtre défroqué devenu révolutionnaire, Grimaud, détruisit à l'église, au château, à la Sainte-Chapelle, j'ouvre les guillemets, les vestiges de la tyrannie. Dans cette période contrastée aux yeux des acquéreurs, la noblesse conservait un prestige. Certains de ces acquéreurs éprouvèrent d'ailleurs la nécessité, passé la Révolution, de se faire anoblir par le régime impérial ou de s'anoblir discrètement selon la tradition de l'Ancien Régime. La vente des biens des émigrés produit 1 300 000 livres. Élément déterminant dans l'histoire du territoire, la terreur se répandit en cette année 1793 avec des Bourbonnais engagés sur des fronts opposés. Plusieurs nobles prirent les armes pour résister, dont le maréchal de camp Giraud, il y en a eu d'autres, mais c'est un symbole de la Ferté-aux-Trives, qui participa aux événements de Lyon, dont l'objet était de renverser la Constituante. Sa sœur sera guillotinée. Les idées révolutionnaires avaient été diffusées de plus en plus par les sociétés populaires dans plusieurs villes aux tendances jacobines, sauf à Gannat plus girondine. Ainsi, à Moulins, avec en particulier celui qui deviendra maire, Delan, et à Cussé, autre foyer de révolution, la population se révéla beaucoup plus favorable à la Révolution qu'à Montluçon ou à Vichy. L'arrestation symbolique début juin à Moulins dans sa fuite du chef girondin Pierre Brissot, porte-drapeau de ce mouvement brissotin essentiel dans ces années-là, provoqua des tensions dans la région. La terreur, enfin, se concrétisa de façon spectaculaire dans la confusion par le séjour à Moulins de Fouché, fin septembre 1793. Parti pour Lyon, installer la Révolution et combattre avec tous ses moyens, dont l'anticléricalisme, combattre ses opposants, Fouché allait laisser des traces à Moulins. Petit rappel, athée, Fouché, ami de Robespierre, avait été élu en 1792 député à la Convention. Girondin, il vota la mort de Louis XVI, bascula ensuite vers les montagnards et organisa la garde révolutionnaire, la garde nationale, à partir d'un esprit révolutionnaire dur. Sur la route donc de Lyon pour mater les séditions fédéralistes, dans l'Allier, il jettera les bases d'une importante opération de déchristianisation donnant lieu à des dérives. On en avait vu quelques-unes, mais destruction d'églises, autodafé et livres pieux. Ces écarts furent dénoncés, mais Fouché avait en allié testé sa pratique des épurations. Sans nuance, des épurations des administrations locales dont il a exclu les représentants les plus modérés. Il poursuivit sa campagne de déchristianisation et fit déporter de nombreux prêtres, dont 32 seront dirigés vers Lyon, puis guillotinés le 11 Nivose, sans que des charges suffisantes aient pu être reconnues contre eux. Les gisants des abbés Mayol et Odilon à Souvigny, reconstitués ensuite, avaient été détruits, et ceux des ducs de Bourbon mutilés. Le mausolée du connétable de Montrancy faillit subir le même sort, mais fut sauvé par Dufour, un professeur de dessin influent dans le débat d'idées sur la cité moulinoise. Fouché obligea l'évêque Laurent à démissionner, et son passage se traduisit par la mise en place d'un comité central de surveillance et la création d'une société populaire dans chaque chef-lieu de canton. 33 personnes furent exécutées, parmi lesquelles les anciens députés du Buisson de Douzon et Jouffré de Bonnefond, et l'un des plus gros contingents de prêtres déportés, soit 76 ecclésiastiques, dont 65 moururent à l'île Madame dans des conditions atroces. Parmi eux, un révolutionnaire de la première heure, l'abbé Dugarry, ancien président du département, révoqué par Fouché. Seule l'arrivée de représentants plus calmes entraîna un adoucissement. Par arrêté du 18 Brumaire en 1, le terroriste vert, ancien président du directoire, fut relevé de ses fonctions. Du côté de QC, la répression notamment s'était révélée d'une grande ampleur. Mais ces événements se déroulèrent souvent avec une certaine passivité de la population. Sur cet élément fort, je ne m'étendrai pas dans ce propos que je dois synthétiser, mais l'ancien président du Conseil général et historien Georges Rougeron, qui avait plongé dans le débat politique très jeune, puisqu'il avait été le directeur de cabinet de l'ancien ministre Max Dormoy, Georges Rougeron avait beaucoup travaillé sur cette période et il insistait, argument à l'appui, pour nous dire que la population ne s'était pas mêlée au débat.
Favorables ou modérés, les élections des 20 et 24 vendémiaires en 4 provoquèrent la révolution de certains membres remplacés par des jacobins. Le renouvellement de l'administration départementale de l'an 5 fut désastreux pour les patriotes et il y eut 2 assemblées concurrentes que le Directoire remplaça par une 3e. Les insoumis s'étaient développés. D'anciens nobles tels que l'ex-immigré de Barthelas, surnommé Bras de Fer, depuis son château de Montcoquet à Monété-sur-Allier, attaquaient la diligence entre Châtel-de-Neuve et Saint-Pourçain. Un épisode parmi d'autres dans le grand désarroi général. Le retour à la stabilité va se faire avec le régime consulaire, ce qui fera qu'il sera accueilli sans protestation. En 1800, le premier préfet de l'Allier, Huguet, fut installé, des sous-préfets nommés à La Palisse, Montluçon et Gannat. À Gannat, ce fut l'ancien législateur Hennequin, écarté par la terreur. Les représentants de l'Allier se montrèrent favorables au consulat à vie, en particulier Chabot, dont nous reparlerons. À noter qu'en 1802 fut créé le lycée de Moulins, ce fameux premier lycée de la série. Les notables, pour leur part, acceptèrent un gouvernement d'autorité, et on verra sur la même position, certes avec des nuances d'arguments, mais les partisans des Bourbons et de la royauté et les anciens révolutionnaires faire preuve d'une très grande discrétion à cette époque-là. Et, comme pendant la Révolution, les Bourbonnais vont bouder les institutions nouvelles. En 1803-1804, les électeurs se présentèrent en nombre tellement insuffisant dans de nombreux cantons que les élections n'eurent pas lieu. Les campagnes, d'ailleurs, d'une manière générale, semblaient approuver la tranquillité et l'ordre, même si leur situation économique évolua finalement peu. En dépit de désertion, le Bourbonnais fournit une assez large contribution à l'armée impériale, les campagnes bourbonnaises essentiellement. Le général Camus de Richemont et le futur général de Courtais devront finalement leur notoriété beaucoup plus à la période suivante qu'à leur rôle dans ces campagnes napoléoniennes. Mais au fil des années de l'Empire, les guerres persistantes entraînèrent une lassitude, et lorsque les défaites s'accentuèrent, notables fonctionnaires se préoccupèrent de leur possibilité de survivre au régime impérial. L'histoire politique, finalement, ne fait que se renouveler. La première restauration fut accueillie finalement dans ce même climat modéré, avec un certain enthousiasme, mais beaucoup d'historiens relèvent une sincérité douteuse. Le Conseil général nommé par les autorités impériales lança des messages, Votre Majesté, voilà. L'Allier qui n'aurait pas dû être occupé parmi les accords l'a finalement été. Les autorités royales prirent de sévères mesures d'épuration qui frappèrent plusieurs membres du Conseil général. Sous les 2 premiers préfets nommés par Louis XVIII à son retour de Gand, le comte de Vieux-Ville et le comte de Villegonier, la réaction royaliste atteignit son plus haut degré, en allant d'ailleurs plus loin que la demande du pouvoir central. Le nouveau préfet de Fumeron-d'Ardeuil avait pour sa part cherché à apaiser le climat. Quant à ses successeurs, ils se préoccupèrent de bien préparer les élections. Petit épisode, l'occupation alliée se manifesta à 2 reprises. Les Autrichiens firent une apparition en 1815 à Chevagne et Moulins, puis les troupes wurtembergeoises séjournèrent sur la rive droite de l'Allier et mirent en place réquisitions et impositions. Mais la campagne était anéantie et il fut fait appel à la ville de Moulins et au Conseil général pour livrer des hommes. Tout ça se déroulait dans un climat sans grande allégresse. Lomé, baron des Foucauld, note que si la ville est en rumeur, elle ne communique ni avec Paris ni avec Lyon. À Gannat et Saint-Pourçain, au cours des banquets, on cria certes « Vive le roi ». Le comte des Rois, maire de Moulins, avait lui-même accueilli la chute de l'Empire à ses cris. Le collège électoral de Moulins, convoqué en mai 1815, devait élire donc Camus de Richemont et Claustrier Gilbert, qui lui était secrétaire général de la préfecture. Les conseils d'arrondissement nommèrent tous des gens très attachés à l'Empire, à l'exception de Givois jacobins. Tournant avec l'ordonnance du roi de 1816 qui règle définitivement l'organisation. Un grand nombre de maires et de conseils municipaux vont être changés. Le comte des Rois, maire de Moulins, va donner sa démission et fut remplacé par quelqu'un qui pèsera dans l'histoire locale, Champflour. Le sous-préfet de La Palisse, Decauny,
exprima une vigilance et dénonça avec zèle ceux qui ne servaient pas le roi. En 1817, les troubles provoqués par la hausse des prix et la difficulté de se procurer du blé à Franchesse et Bourbon avaient donné lieu à des sanctions prévôtales entraînant la démission du maire de Bourbon et les déplacements du préfet. Et on le verra, ce sont beaucoup plus, cette fois encore, les aléas climatiques et les conséquences du climat sur les campagnes qui allaient mobiliser, provoquer la réaction que les événements politiques eux-mêmes. La meilleure école de 18 apaisa d'ailleurs, et le nouveau préfet se montra plus libéral que ses prédécesseurs. Les arrestations arbitraires régressèrent et des fonctionnaires révoqués furent réintégrés. L'opposition politique se traduisit simplement, dans ce mouvement très pro-royal, par l'élection de députés libéraux de Tracy et Camus de Richemont, on le verra, qui en plus tard deviendra à la tête d'un journal. À cette époque-là, le clergé, un mot, se structure, l'évêque Laurent contraint de démissionner. Et donc, après le concordat qui avait rattaché l'Allier au diocèse de Clermont, en 1817, à la demande des autorités locales qui se plaignaient que l'Allier fût sacrifié au Puy-de-Dôme, déjà, on le retrouvera dans l'histoire de la 4e et de la 5e République, et Monseigneur a bien fait de rappeler la mise en garde à son arrivée entre le Bourbonnais et l'Auvergne. C'est quelque chose qui continue. Se plaignait donc que l'Allier fût sacrifié au Puy-de-Dôme par l'évêque de Clermont. Le gouvernement de Louis XVIII décida de nommer un évêque à Moulins et d'ériger un diocèse indépendant. Mais l'installation du nouvel évêque, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, nous savons, n'aura lieu qu'en 1822. Son profil, d'ailleurs, je pense qu'il sera analysé, était intéressant. Il s'agissait donc de l'ancien grand vicaire de Moulins. Passé l'Empire et la Restauration, la monarchie de Juillet verra émerger des idées progressistes. Retenons, dans ce paysage où je vous ai donné beaucoup de noms, tout en faisant la synthèse, beaucoup de noms qui ne sont pas passés à la postérité, que sans doute deux personnalités de sensibilités différentes ont marqué ces 40 années, Chabot de l'Allier et d'Estoute de Tracy. La première, Chabot de l'Allier, avocat en Parlement au Palais de Paris de 1785 à 1789, procureur du district de Montluçon, fut élu en septembre 1792 troisième suppléant à la Convention pour siéger en octobre 1794, ensuite exclu comme fédéraliste. Siégeant plus tard au sein de diverses instances, il prend une part active au coup d'État de Bonaparte en 1799. À partir de là, il va commencer une intense activité de législateur. Il contribue à la rédaction des divers codes, dont une importante participation au Code civil. Il rédige de nombreux rapports importants. C'est sous sa présidence que la Légion d'honneur est décrétée. Élu en 1807 député du corps législatif. Nommé par Louis XVIII inspecteur général des études, il présidera lors des 100 jours de la députation. Au retour des Bourbons, il conserve ses places et titres, ce qui fera de lui la personne politique ayant traversé sans encombre cette partie agitée. Conservateur bon teint, il avait su se rendre incontournable ici et précieux en haut lieu. La seconde personne, d'Estoute de Tracy, beaucoup plus intellectuel, franc-maçon du Grand Orient de France, initié en 1776, passionné par les idées progressistes, il a pris une part active dans les États particuliers en Bourbonnais. Nommé en janvier 1789 par la noblesse réunie à Moulins, il fut l'un des 3 députés et l'un des premiers de son ordre à rallier le 20 juin 1789 le tiers-État après le serment du Jeu de Paume et à se rallier à la Constituante aux côtés du duc de La Rochefoucauld et de Lafayette, dont il fut l'ami pendant quelques décennies. Dans la nuit du 4 août, il fut l'un des premiers à se démettre de ses privilèges et titres. En septembre 1791, le remplacement de la Constituante par la législative le rendit à la vie civile, ce qui lui permit de rejoindre Condorcet et de plonger dans la philosophie, comme en témoignera son traité de philosophie publié en 1801. Ses travaux repris et traduits, et c'est un pan d'histoire locale, pour ma part je ne suis pas un spécialiste, mais que je trouve assez oublié, repris et traduit par Thomas Jefferson, tout comme d'autres publications, témoignent de cette personnalité brillante et indépendante, un homme de progrès, d'ouverture idéologique, peut-être l'un des premiers qui permettra, dans sa version moderne des républiques qui viendront, la 3e, la 4e et la 5e,
de parler d'hommes de gauche par ses combats contre l'esclavage ou ses commentaires et ses analyses sur l'esprit des lois de Montesquieu. J'en arrive enfin pour vous, mesdames et messieurs, à ma conclusion, en essayant d'aborder ce qu'était ce clivage. L'Allier était, et ça peut paraître une surprise, de sensibilité modérée à la veille de la Révolution. Et finalement, elle le restera, même si les sociétés populaires créées à partir de 1791 ont mis en avant les idées des Jacobins, notamment au travers de Deland, qui jettera les fondamentaux révolutionnaires. La terreur, puis le Directoire et l'Empire n'ont pas enlevé ou modéré le pouvoir politique. Mais plus marquant, la vie politique continuera à se structurer autour d'un clivage qui pèsera, et on le verra sans doute, c'est le clivage riche-pauvre que l'on retrouve tout au fil du XIXe siècle. Plus que le débat électoral, c'est bien le rejet des propriétaires terriens, les grands et les autres, mais sans doute celui des fermiers généraux et de tous ceux qui le soutiendront, qu'ils viennent de la noblesse ou de la bourgeoisie ou du clergé, qui apportera les ferments d'un enracinement révolutionnaire dans les campagnes. En effet, pour cette période 1780-1820, en dépit d'un début d'industrialisation que l'on connaît, je ne pouvais pas l'évoquer, les Nicolas de Rambourg, les forges de Tronchet, d'autres événements, il n'est pas possible de parler de classe ouvrière. La société est exclusivement paysanne et non rurale, mais bien paysanne. Enfin, notons que la terreur provoqua un sursaut de l'Église et une part de l'anticléricalisme trouvera justement ses limites dans le nouveau rayonnement de l'Église avec la création du diocèse. Merci de votre attention, mesdames, messieurs.